On en compte près de 37 000 en France, mais pour combien de temps encore? Les Français ont beau y être attachés, le maire a beau être l'élu de proximité préféré de l'Hexagone, les communes françaises semblent menacées. Baisse des dotations de l'État, augmentation des charges, réforme territoriale, chaque jour l'équation des villes pour boucler leur budget se complique un peu plus. Entre crise et réforme, quel avenir pour la commune? Itinéraire Bis vous emmène dans le quotidien des élus de Seine-Maritime. Dans cette émission, nous irons à Harfleur, petite ville de Seine-Maritime. Son patrimoine médiéval, ses maisons à colombage et ses comptes dans le rouge. Christine Morel, la maire, nous expliquera ce à quoi les 8000 Harfleurais ont dû renoncer. Pour faire face aux restrictions budgétaires, certaines communes ont choisi de fusionner. À Tinchebray-Bocage, Jérôme Nury est désormais le maire de 7 villages réunis en un seul. Et enfin, municipaliser ou privatiser. À Elbeuf et à Colombelles, les deux maires ont choisi deux solutions opposées. Nous verrons à quel prix et avec quels résultats. Bonjour Christine. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre mairie d'Harfleur, installée dans l'ancien château de la ville, un des rares dans la région qui a été épargné par les bombes. Oui, tout à fait. Alors vous êtes à la tête de la mairie depuis très peu de temps, mais vous faites face à de grandes difficultés financières. Oui, la baisse des dotations que toutes les villes subissent est compliquée à gérer et d'autant plus compliquée ici à Harfleur parce que c'est une petite ville et donc toute baisse nous impacte forcément de manière très importante. Très durement. Pour comprendre, on a suivi votre équipe municipale l'espace d'une journée et 24 heures dans la vie d'une mairie, ça ressemble à ça. Qui est pour cette modification? Dans la vie d'une mairie, il y a des choix qu'on préférerait éviter. Il y a un an, le maire et son conseil municipal ont pris une lourde décision. Annuler la 27e édition de la grande fête annuelle de la ville. Alors, vous avez ici les costumes portés traditionnellement pour la fête de la scie, qui renvoient à l'époque médiévale. Et malheureusement, en 2015, ils sont restés au placard. Troubadours, ménestrels ou jongleurs, aucun d'eux n'a arpenté les petites ruelles d'Harfleur. Une année de travail envolé pour Thomas et tout le service culture. La fête de la scie, c'est vraiment ancré dans l'ADN des Harfleurais. C'est la fête populaire de la ville. C'est aussi l'occasion d'exprimer leur identité. C'était le rendez-vous immanquable. En 2015, forcément, avec l'annulation, ça a été un crève-cœur pour tout le monde. Coût total économisé, 100 000 €. Derrière cette décision exceptionnelle, la réalité financière de la ville. Et dans cette petite commune de Seine-Maritime, on affiche clairement la couleur. Comme d'autres, Harfleur est affecté par une baisse continue des dotations allouées par l'État. Résultat, une perte cumulée de presque 3,5 millions d'euros entre 2008 et 2015 et un véritable casse-tête budgétaire pour Jean Gabriel, l'adjoint en charge des finances. Quand on a commencé à préparer le budget 2015, on a aligné des chiffres et manifestement ça ne marchait pas. On ne pouvait pas équilibrer le budget. Donc cet effort qui nous est demandé, aujourd'hui, on trouve qu'il est absurde. Ça ne rime à rien. Harfleur, 8200 habitants, un taux de chômage de 13% et une population modeste, majoritairement ouvrière. Alors pas question pour la petite mairie communiste d'augmenter les impôts cette année. Mais ici, on a appris à rationaliser ses charges de fonctionnement, à commencer par le quotidien de la mairie. Photocopieuse mutualisée, chauffage baissé d'un cran. Jean Gabriel fait même partie de ceux qui ont remis les clés de leur véhicule de fonction. J'aurais voulu qu'on se dise un mot, tu sais, sur le tableau, mensuel. Ouais. Celui qui vient de sortir. Oui. Tu sais bien, je regarde chaque mois, ce qui m'intéresse le plus, c'est les dépenses de personnel. On est toujours en surplus par rapport aux prévisions. La commune compte 140 agents. Leur salaire représente plus de la moitié du budget de la ville. Depuis 2008, la mairie s'est lancée un pari difficile. Stabiliser sa masse salariale. Fini les recrutements, fini les remplacements des départs à la retraite. Un choix par défaut pour ces défenseurs du service public. C'est pas de gaieté de cœur, hein. Parce que stabiliser la masse salariale, ça veut dire
Ça veut dire moins d'agents sur le terrain pour mettre en œuvre toutes les missions qu'il y a à assumer, quoi. Comme d'autres, Harfleur a dû aussi se résoudre à limiter fortement les investissements. Pas question cette année d'élargir la zone piétonne du centre-ville. Des choix difficiles qui influencent économiquement tout le territoire. Les collectivités locales sont aujourd'hui le premier investisseur public. On est malheureusement obligé de faire ces choix-là, donc on reporte ce qui peut l'être. Et par contre, s'il faut faire un effort, je ne sais pas, un effort sur les aides sociales en règle générale, on fait cet effort-là plutôt que de consacrer davantage de moyens à l'investissement. Bonjour, ça va? Ça va? Brahim, bonjour, ça va? Les services techniques de la ville sont eux directement touchés. Plus de travaux en régie, moins de personnel et moins d'argent. Le poste voirie est passé cette année de 90 000 à 20 000 euros. Ça c'est très compliqué parce que les trous dans la chaussée, les trottoirs qui tiennent mal, enfin ça les gens le vivent tous les jours avec leur voiture, avec les poussettes, etc. Donc ils attendent vraiment que la ville soit faite partout correctement et là c'est très difficile d'y répondre. Face aux économies drastiques, il y a pourtant des sacrifices que la maire s'est refusée à faire. Toutes les associations d'Harfleur ont vu leurs subventions maintenues. Il nous paraît important de sauvegarder toutes les associations qui travaillent sur Harfleur, ne serait-ce que pour préserver aussi le lien social entre les habitants. Il y a des choses qu'il faut qu'on conserve à tout prix. En 2016, la fête de la scie devrait faire son retour, mais sans doute au prix d'autres sacrifices. On se retrouve en mairie avec Christine Morel et François Guégan. François, vous venez de quitter vos fonctions. Vous avez été maire d'Harfleur pendant 12 ans. Quitter une ville dans une situation financière compliquée, on l'a vu dans le reportage, c'est difficile. Oui, quitter une ville et une fonction comme celle-là, c'est toujours difficile, hein, quelles que soient les conditions. Là, j'aurais préféré partir en laissant une ville qui soit 2 fois plus riche. Hélas, les décisions nationales ne l'ont pas permis. Ne l'ont pas permis. Alors, dans le cadre du plan de baisse de dépenses, l'État met les collectivités territoriales à contribution. Elles vont devoir tirer un trait sur 11 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Dans un contexte de restrictions budgétaires, tout le monde doit faire des efforts. Je pense qu'effectivement, tout le monde doit faire des efforts. Par contre, que ces efforts soient identiques pour tous me paraît difficile. Hein. Quand on voit les 11 milliards d'euros qu'on nous enlève d'un côté et les 45 milliards de cadeaux aux entreprises de l'autre, sur la même période, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pour les communes les plus pauvres, il y aura des compensations? Alors, on n'en sait rien du tout. Là, oui, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Hein. Ça, Nous, on est par exemple une commune pauvre dans une agglomération riche, et pourtant, on est amené à payer ce qu'on appelle la péréquation nationale, là, c'est-à-dire on verse 70 000 euros, c'est ça, Christine? Oui, c'est ça, 70 000 euros par an pour abonder des agglomérations pauvres. Face à ces difficultés financières, des maires de tous bords politiques se sont mobilisés pour manifester leur hostilité au gouvernement, avec notamment une manifestation historique de l'AMF, l'Association des maires de France. Vous en avez fait partie? Oui, on sait. D'abord, on a été satisfait que les associations d'élus se mobilisent. Dans cette histoire, est-ce que finalement il y a les élus de gauche d'un côté et les élus de droite de l'autre? Non, je crois qu'on est tous impactés au même niveau. Et si justement il y a eu cette mobilisation pour le 19 septembre, c'est bien parce que c'est pas une histoire de gauche ou de droite. Parce que c'est la République, les communes. C'est le fonctionnement républicain, c'est les services publics de proximité, c'est la prise en compte des difficultés sociales des habitants qu'on croise tous les matins. C'est ça, c'est vraiment le fonctionnement de la nation. Et donc là, droite comme gauche, on se rend compte que si on est amené à casser ça, c'est peut-être la nation qu'on va casser. Alors cette baisse des dotations, elle entraîne une diminution des investissements des communes avec des conséquences économiques pour le territoire. Face à cette réalité, Manuel Valls a débloqué un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros. C'est une bonne solution ?
11 milliards d'enlever d'un côté, 1 milliard à redonner de l'autre, c'est pour calmer le jeu. Enfin, personne n'est dupe là-dessus, c'est pour calmer le jeu. Après, sur les investissements, vous avez raison, hein, ça pèse sur notamment les entreprises de travaux publics qui tirent la langue, hein, ces entreprises-là, c'est celles qui faisaient fonctionner les boîtes d'intérim pendant des années et des années, et ça créait de l'emploi et ça permettait à des gens de s'en sortir. Là, elles sont vraiment de grosses difficultés. Merci Christine, merci François. Merci. Merci à vous. À l'heure où les communes doivent réaliser des efforts budgétaires sans précédent, en Normandie, elles sont plusieurs dizaines à avoir choisi de se regrouper au nom des économies et de l'efficacité. Parmi elles, celle de Tinchebray-Bocage dans l'Orne, première commune nouvelle de Normandie. 7 villages réunis en un seul qui ont décidé que l'union faisait la force. Au cœur du bocage normand, la première commune nouvelle de Basse-Normandie est née le 1er janvier dernier. Tinchebray, ainsi que 6 autres communes voisines deviennent Tinchebray-Bocage. À l'origine de cette union qui rassemble 5300 habitants, le maire, Jérôme Nury. Cette fusion, il en rêvait et il n'a pas eu de mal à convaincre ses homologues des villages alentours pour le suivre dans cette aventure. Dès que ça a sorti, qu'on a dessus les textes, j'étais le premier à dire je me marie dans l'année. C'était déjà une réflexion importante, hein, pour moi-même et aussi pour le conseil municipal. Savoir qu'on allait adhérer à une commune nouvelle, c'est-à-dire on pouvait se dire on va perdre notre identité, mais en fait on n'a pas perdu notre identité. Il faut dire que sur la table des négociations, Jérôme Nury avait de sérieux arguments, notamment d'ordre économique. Car l'État ne baissera pas les dotations pour les communes qui fusionnent. 200 000 € garantis en 2015. De quoi faciliter la mutualisation des moyens. Nous conservons notre niveau de dotation, mais aussi parce qu'on va faire des économies sur notre fonctionnement. C'est un point important aussi, ça, de la commune nouvelle. Comme nous mutualisons les choses, nous allons avoir des gains sur nos charges générales et donc on va pouvoir faire des économies qui nous permettent de réinjecter cet argent dans de l'investissement, dans des services à la population. Et l'une des priorités de la commune nouvelle, c'est l'église de Saint-Jean-des-Bois. Bon alors Jean-Louis, qu'est-ce qu'il faut refaire? Ici, il s'agit de refaire le jointement des 4 faces de la tour, simplement pour éviter les infiltrations d'eau qui nous abîment l'intérieur de la tour. Il fallait débloquer 120 000 € pour la rénover. Et cela a été possible car les communes nouvelles sont prioritaires pour les aides à l'investissement. Une bénédiction pour le village. On retardait toujours le début des travaux dans la mesure où on savait que c'était un financement assez complexe et puis en plus qui est très coûteux. Et c'est vrai que le fait de passer en commune nouvelle, ça permet d'accélérer les choses. À la construction de la commune nouvelle, nous nous sommes réunis les 7 maires et chacun nous avons fait un listing de tous les investissements que nous avions programmés dans le mandat en cours. 600 000 € pour rénover une école, 40 000 € pour installer l'ADSL dans les zones les plus reculées, 12 000 € pour les 500 nouveaux lampadaires, quelques milliers pour les espaces verts. Grâce à la commune nouvelle, tous ces projets vont pouvoir se réaliser. Mais voici la fierté du maire, la voiture électrique en libre service, comme dans une grande ville. Une autre façon de rapprocher les habitants. Il y en aura bientôt 2 nouvelles avec leurs bornes dans des villages voisins. Coût total, 100 000 €. Mais monsieur le maire fait aussi la chasse aux dépenses inutiles. Il faut être vigilant. Par exemple, ne pas embaucher des fonctionnaires en plus. Ne pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à faire des investissements sur des panneaux qui ne servent à rien, de refaire tous les papiers en tête. Direction Saint-Cornier-des-Landes, où Jérôme Nury veut nous présenter le nouveau tampon de Tinchebray-Bocage. Une commune aux 7 mairies, car fusion ne veut pas dire disparition. Chacun a gardé son administration, son personnel et ses locaux. Un échelon de proximité nécessaire. On existe toujours, la mairie reste dans les communes déléguées, les réunions se sont multipliées, mais le travail à la mairie reste un travail important quand même. Les réclamations viennent toujours, vous savez. Cette commune nouvelle est la plus grande en France depuis le début de l'année. Et elle a déjà fait des émules. 5 autres communes de l'Orne, plus petites, lui ont emboîté le pas.
Mais le record sera bientôt battu. Au 1er janvier 2016, Cherbourg-Octeville deviendra Cherbourg-en-Cotentin, la plus grande commune nouvelle de France, avec 82 000 habitants et 30 millions d'économies sur la baisse des dotations. Pris individuellement, les communes avec 150 habitants, 700 habitants ou 2800 habitants, finalement nous pesons peu dans ces grands ensembles. Dans une grande région Normandie de 3,5 millions d'habitants, dans un département de 300 000 habitants, dans une intercommunalité de 20 000, finalement, quel est notre poids? Il n'est pas très important. Par contre, si on est rassemblés et unis à 5 000 habitants, là on pèse. Et la commune nouvelle, à mon avis, est sûrement l'avenir pour bâtir des pôles de centralité en milieu rural qui vont pouvoir se faire entendre. Quant aux Tinchebréens et aux Tinchebréennes, ils n'ont à ce jour pas exprimé le souhait de changer cette appellation. Bonjour Fabien. Bonjour Julie. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors vous êtes maître de conférences en droit public ici à l'Université du Havre. Là on se trouve dans la bibliothèque. La France, avec 36 700 communes, représente 40% des villes d'Europe. Est-ce qu'il y a trop de communes en France ? That is the question. Je suis tenté de dire. En réalité, c'est un problème simplement d'un point de vue budgétaire, parce qu'on dit que cette multiplication des communes, c'est un coût pour le fonctionnement de l'action publique, et en l'occurrence de l'action publique locale. Mais par contre, si on raisonne en termes de démocratie, et notamment de démocratie de proximité, eh bien, force est de constater que ce nombre n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un atout. Le maire, c'est le premier élu de proximité. Est-ce qu'il bénéficie encore d'une image positive aujourd'hui ? Le maire, oui, est un élu de proximité. Il faut savoir que sur 36 787 communes, plus de 32 000 ont moins de 2000 habitants. Donc les petites communes à taille humaine, c'est quand même la grande réalité du territoire français. Donc dans ces communes-là, je pense que tout le monde sera d'accord, effectivement, le maire, c'est l'élu de proximité. Souvent, dans les petits villages, on constate que les maires, ce sont des personnalités qui croient vraiment à ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'on a le sens de l'intérêt général et qu'on a vraiment un goût du service rendu à la population, ce qui est tout à leur honneur. Alors, on vient de voir ce reportage sur la première commune nouvelle de Normandie, Tinchebray-Bocage. Est-ce que c'est ça la solution, regrouper les villes pour éviter la dispersion des moyens? C'est une bonne solution sur le papier, mais malheureusement, les retours d'expérience dont j'ai eu connaissance montrent que les économies ne sont pas forcément au rendez-vous. Hein. Tout simplement parce que la création de communes nouvelles conduit à une fusion qui n'est pas irrévocable. Donc, on peut engager des dépenses et le risque, c'est que si on engage toutes ces dépenses pour finalement, au bout de 2-3 ans, parce qu'on se rend compte qu'on ne s'entend pas ou on n'est plus d'accord sur l'orientation stratégique à avoir pour le territoire, on divorce, eh bien ce seront des frais qui auront été engagés pour rien. Les collectivités françaises vont devoir tirer un trait sur 11 milliards d'euros de dotation de l'État entre 2015 et 2017. Est-ce que vous trouvez normal qu'elles soient mises à contribution de cette façon pour diminuer les dépenses de l'État ? Qu'elle contribue, oui, je pense qu'il faut que chacun fasse un effort. Hein. Et là encore, je pense que les élus du bloc communal en ont conscience. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne fera pas trop fort ? La question se pose vraiment parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités locales et leurs établissements publics représentent aujourd'hui près de 60% de l'investissement public. C'est-à-dire que c'est un levier important pour soutenir la croissance et le risque, en baissant comme ça leurs moyens financiers, eh bien, c'est de diminuer l'investissement public et donc d'auto-alimenter la crise économique. Hein. Si certaines communes n'arrivent pas à boucler leur budget, qu'est-ce qui peut se passer? Une ville en faillite, ça existe, c'est possible? En France, non. C'est pas possible. Il existe au niveau local une règle d'or, c'est-à-dire une obligation d'avoir un budget en équilibre depuis très longtemps. Et si cette obligation n'est pas respectée, eh bien la sanction, c'est que le préfet a le pouvoir de se substituer aux autorités municipales dans l'élaboration du budget. Alors, on parle d'une cure d'austérité sans précédent pour les communes. Est-ce que c'est le cas? Là, il y a peut-être une part de mauvaise foi de la part des élus, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, qui se plaignent toujours de ne pas avoir assez d'argent de la part de l'État. Donc, je pense que le mot cure d'austérité n'est pas approprié, parce que si c'était le cas, par exemple, il n'y aurait plus du tout de politique sociale locale. Or, on voit bien que les CCAS continuent de fonctionner, et c'est heureusement. Merci Fabien. Et je vous en prie.
Moins d'argent, plus d'idées face à la baisse des dotations. Certaines communes ont choisi d'organiser les services à la population autrement, entre privatisation et municipalisation. Avec quel résultat? Direction Elbeuf, où l'électricité est fournie par la ville, et Colombelles, où l'on a choisi de confier la crèche à un opérateur privé. Attention. À la crèche des Petits Pots Rouges à Colombelles, les enfants chantent ou barbotent. Les parents ont l'esprit serein et peu importe que la crèche du quartier soit privée. Pour eux, il n'y a pas de différence. Il y a du personnel qui est compétent, la directrice, une infirmière, l'éducatrice, tout le personnel est bien formé. Quand on est parent, très clairement, on cherche une solution de garde sécurisante. Et public, privé, peu importe. J'ai jamais eu le sentiment de comparaison public-privé. Je crois que les parents sont déjà tellement contents d'avoir une possibilité d'accueil en structure collective. Ils sont très rassurés par rapport à ça. Des crèches privées, il y en a de plus en plus en France. 20 000 places devraient être créées d'ici 2017. À Colombelles, c'est un choix assumé. Avec 2 millions d'euros de subventions en moins, pas moyen de s'offrir cet équipement municipal. Alors pour construire et gérer la crèche, la mairie a fait appel à une société privée. Un gain de temps et d'argent. Au final, la municipalité dépense 30 000 euros par an pour avoir 5 places dans la crèche. C'est le budget qu'il faudrait débourser pour un seul emploi de puéricultrice. Mais l'entreprise se défend de vendre du service au rabais. Nous respectons la législation, les mêmes règles s'appliquent au privé comme au public. Je dirais même qu'on est même assez souvent contrôlé. À Colombelles, le partenariat avec le privé est devenu une habitude. Sur cet ancien site sidérurgique, des bureaux, des logements, des commerces. Une aubaine pour la mairie qui avait un projet de salle municipale, mais pas de quoi le financer. Finalement, à la place de construire une salle municipale que nous aurions pu faire à proximité, parce qu'il y a du terrain, il y a du foncier, mais ce sont plusieurs millions d'euros que la ville aurait dû mettre, et bien là, finalement, dans ce partenariat avec cette société d'économie mixte, nous allons mettre quelques centaines de milliers d'euros pour finalement avoir en quelque sorte une sorte de droit de tirage ou d'utilisation à des moments dans un calendrier précis de cette halle et de toutes ses fonctionnalités. Mais d'autres communes sont beaucoup plus frileuses vis-à-vis du privé. À Elbeuf, au sud de Rouen, on ne jure que par les régies municipales. Et certaines sont plutôt originales, comme la régie des pompes funèbres. C'est une volonté unanime des maires d'Elbeuf et de Djoudémerabé de conserver une régie municipale pour des raisons de service à la population et pour des raisons économiques. C'est pas commun, mais c'était une des possibilités des collectivités locales d'avoir des régies. Alors, elle n'a pas la personnalité autonome, c'est rattaché à la ville d'Elbeuf, c'est des agents de la ville d'Elbeuf, mais c'est sur un budget à part, un budget annexe. Un choix assumé et 80 000 euros par an encaissés par la commune. Une manne pour cette ancienne ville ouvrière qui a vécu des heures glorieuses au début du XXe siècle. Aujourd'hui, une ville de 1750 habitants, relativement pauvre, et un budget plombé par près de 2 millions de baisses de dotation jusqu'en 2020. Mais pas question de faire appel au privé. À Elbeuf, les habitants peuvent aussi compter sur les services municipaux pour l'électricité et Internet. C'est l'une des fiertés de Ghislaine. Et là encore, à la clé, un bénéfice de 200 000 euros pour la commune. C'est vrai que ce n'est pas notre métier de base, mais manifestement on arrive à être concurrentiel, on s'est formé, la régie est performante et recrute aussi ses agents dans le milieu de l'électricité, parce qu'ils n'ont pas un statut de fonctionnaire, ils ont un statut industrie électricité gazière, donc c'est des gens du métier, compétents, et manifestement on arrive à jouer notre jeu dans le monde du privé. Reste que les régies seules ne suffisent pas à équilibrer les comptes. Dans un contexte d'austérité, la ville fait la chasse au gaspillage. Mise en concurrence des prestataires, regroupement des commandes, mutualisation des moyens avec des communes voisines. Ghislaine garde un œil sur tout. À chaque fois, il faut être attentive et faire une analyse. C'est pas parce qu'on confie au privé que ce sera mieux géré, quoi. Effectivement, le fait d'avoir la main, de pouvoir prendre les décisions pour mieux gérer, on est convaincu que ça peut permettre de baisser la dépense et le poids des charges de fonctionnement de structures comme la régie d'électricité ou la régie des pompes funèbres. Régie municipale ou partenariat privé, deux manières, deux philosophies différentes. Moins dépenser d'un côté ou encaisser les bénéfices des régies de l'autre.
pour un objectif qui reste le même, faire face à la baisse des dotations. Voilà, Itinéraire bis touche à sa fin. On l'a vu, face aux économies demandées, les maires doivent redoubler d'imagination entre plans d'économie, chasse aux subventions ou partenariats public-privé. Les communes cherchent de nouvelles marges de manœuvre. La France, pays aux 36 000 communes, mais pour combien de temps encore? Christine, merci de nous avoir ouvert les portes de votre mairie. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et bonne continuation pour ce tout nouveau mandat. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.